Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 11 de Koh Lanta, les chasseurs d'immunité. Un épisode qui avait la lourde tâche de suivre l'épisode 10 qui était l'un des meilleurs épisodes de Koh Lanta depuis des années et des années. Et on va le spoiler tout de suite, ils n'ont pas réussi à franchir l'Everest, ils n'ont pas réussi à être au niveau de cet épisode-là. Honnêtement, je n'en espérais pas tant mais j'aurais quand même bien aimé. C'était l'épisode des binômes, un épisode qui normalement promettait quand même plutôt d'avoir du spectacle, d'être plutôt un excellent épisode, et qui je trouve a été un épisode plutôt moyen, sans être mauvais, mais voilà, on est retombé un petit peu dans des épisodes un peu plus classiques. Souvent, ce qui est mauvais signe, c'est quand dans un épisode de Koh Lanta, on vous parle énormément du riz, vous savez l'adage, et ben souvent c'est pas bon signe, malheureusement. L'adage, c'est un petit peu vérifié sur cet épisode. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et aussi, je commence cette vidéo tout de suite dans le premier commentaire. Je mettrai un commentaire épinglé ici dans la description, juste en dessous là, dans l'espace commentaire. Mes élèves, participent au festival des mini-entreprises. Ils ont monté un projet sur l'intégralité et la totalité de l'année mené par une de mes collègues, et je les accompagne également, mais c'est surtout ma collègue qui les coach et qui leur fait travailler, etc. Et ils ont mené un super projet cette année où ils ont fabriqué des porte-clés en résine. Ils participent également donc à la meilleure vidéo, ils sont classés par catégorie, etc. Et donc je vous mettrai dans la description un lien si jamais vous avez 30 secondes pour aller voter pour mes élèves, si jamais vous en avez l'envie, que vous avez envie de les soutenir. Ce sont des élèves méritants, croyez-moi. Et il faut donc pour cela juste rentrer votre mail et ensuite le valider. Attention, il faut bien valider dans votre mail votre participation en allant, des fois ça peut être dans les spams, c'est ce qui m'est arrivé, mais si vous le faites, voilà, votre vote sera pris en compte, je vous rassure, il n'y a pas de l'argent à gagner, hein, tout ça c'est simplement juste pour les récompenser de leur année, de tout leur excellent travail qu'ils ont fait et d'avoir mené un projet de A à Z. Et voilà, donc si jamais le cœur vous en dit, si vous avez envie de les soutenir, n'hésitez pas, franchement foncez, ils le méritent. Voilà, c'était la page de pub, le lien est dans la description, c'est directement le projet de mes élèves, donc comme ça vous pouvez directement aller voter pour eux. Bref, alors on est là pour parler de l'épisode 11 de Koh Lanta, parce que ça fait déjà 2 minutes qu'on parle, on n'a toujours pas parlé de l'épisode. Alors, voilà, hein, bon, déjà, statu quo au niveau de l'histoire, c'est-à-dire que vous avez 5 jaunes contre 5 rouges, et donc Denis nous explique en voix off pour commencer. C'est un peu, on met la balle au centre et on va redémarrer sur autre chose. Ce qui n'est pas totalement vrai, puisqu'on sait qu'il y a toujours le vote noir dans la configuration, et donc ça veut dire qu'il y a 11 voix à remettre en jeu lors de cet épisode. Donc il n'y a quand même pas égalité parfaite, il y a égalité dans le nombre d'aventuriers, mais dans le nombre de voix, il y a toujours 11 voix. Donc il y a toujours la possibilité pour l'une des deux couleurs de peut-être s'imposer, en tout cas de faire la différence sur ce point. Ceci étant, vu que c'était l'épisode des binômes, on pouvait espérer en tout cas qu'avec les reconfigurations d'équipe, ça pouvait amener à pas mal de problèmes parce que bah, évidemment quand tu es avec parfois plus de rouge ou plus de jaune d'un côté ou plus voilà etc., et bien évidemment ça peut avoir un impact assez majeur sur l'épisode. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà on revient donc au début de cet épisode où Léa donc, va particulièrement féliciter Amri pour son jeu, pour sa capacité à avoir été bien joué son collier d'immunité et s'être protégé. Au final, pour le moment, eh ben, c'est un sans faute puisque son premier tour de collier avait été bien joué. D'ailleurs, il a beaucoup témoigné, beaucoup. Alors, je ne vois pas pourquoi il mentirait par la suite parce que de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Mais voilà, il a beaucoup témoigné à Amri, notamment dans des. Je sais qu'il a fait l'interview, j'ai vu avec Damien Mercereau chez c'est le Parisien, pardon, où il a fait une interview pour dire que il n'avait pas eu d'infos de Meyssa pour le premier conseil où il sort son collier. C'est vraiment un coup de chance entre guillemets qu'il le joue pour Océane, un coup de chance et un ressenti, etc. Mais là, l'alliance n'était pas encore figée. Après, oui, mais là, non. Voilà, là, non. Donc voilà, et évidemment, donc lui, Amri, lui, va encenser Meyssa pour la qualité de son acteur studio. Et c'est vrai que j'en avais parlé la semaine dernière, mais c'était formidable. Et là, on peut même en reparler cette semaine. Qu'est-ce que c'était drôle de le voir comme ça, là. Bon bah alors, on est nul en stratégie, qu'est-ce qui se passe? Oh franchement je leur ai dit qu'il fallait pas faire ça, mais ils m'ont pas écouté, etc. Bah, bref, il était génial, mais ça parce que vraiment, il avait tout donné là cette fois-ci à Amri, là c'est sûr par contre. Et là, vraiment le côté de, bon bah dis donc, hein, franchement, voilà. Alors David, il est un peu, comment on pourrait dire, il est dans un mix un peu de fatigue, suspicion,
délabrement physique, tu sais, vraiment il est là, il porte la tristesse sur son visage et il te fait un truc du style, je pense qu'il y a une taupe chez nous, mais j'en sais rien, je pense qu'on est dépassé, il y avait Julie qui les avait dit qu'ils étaient nuls en stratégie, enfin bref, tu sens vraiment que c'est le sort s'acharne, on était plus nombreux qu'eux, et là on se fait sortir les uns après les autres, vraiment ça leur paraît, presque il a l'impression qu'ils regardent, qu'il est pris de court dans tout ce qu'il fait, enfin ça fonctionne pas quoi. Après, on a le passage dans la maison du jury final. Certains se demandaient si ça allait venir ou pas, et ben on a eu la réponse lors de cet épisode puisqu'on a eu l'arrivée de la maison du jury final. Cécile arrive et là, en discutant évidemment avec les deux aventurières en question, elle comprend que Meysa a depuis toujours trahi son équipe et que Amri en réalité est en alliance avec Meysa. Alors depuis, comme je l'ai dit, les interviews d'Amri ont été beaucoup plus claires pour dire que l'alliance ne s'est vraiment fait qu'après ce moment-là et pas avant, mais bon, peu importe, les gens de toute façon là, ils n'ont pas le recul nécessaire pour pouvoir évoluer, hein. Ils disent un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient du jeu, etc., ce qu'ils se racontent, donc forcément, ils n'ont pas une vision totale du jeu. Je rappelle que vous avez la vision que du jeu en plus de couleurs que vous avez, donc forcément, c'est quand même assez limité. Et là, ils se retrouvent tous avec la même couleur dans l'équipe. Voilà, et Léa va dire, parce qu'en fait Cécile va beaucoup se plaindre en disant que voilà, il a pas de figure, bref, il est pas honnête quoi. Et Léa va lui répondre, enfin va répondre à nous, mais elle va pas lui dire à lui, hein, enfin directement, elle va pas dire directement à Cécile. Je savais donc que ça arriverait, elle croyait trop au monde des bisounours, je suis désolé, mais voilà, ils sont là pour gagner, ils sont là pour aller plus loin, ils sont là, moi si je me suis fait trahir d'une certaine manière, il n'y a pas de raison qu'elle non plus ça n'arrive pas, et donc là elle vivait dans un truc qui n'existe pas. Et c'est là qu'on se rend compte que quand même Léa, qui était quand même sur une pro-idéologie du mérite au tout début, et qui s'est fait éliminer et un peu, tu sais, elle était quand même assez déçue de s'être fait éliminer justement parce que c'est cette même méritante. Là, quand Cécile se fait éliminer, je trouve qu'elle a vachement mis de l'eau dans son vin, ça lui a fait du bien de rester à la maison, parce que elle arrive, elle dit plutôt, bah ils jouent bien, ils ont eu raison, ils ont saisi une opportunité et ils jouent correctement. Et les autres sont en train de se faire démanger. Donc c'est très étonnant de voir, en tout cas de voir l'évolution de Léa, donc là on parle évidemment de Léa la sportive, hein, Léa qui a été éliminée, qui là d'un coup presque le fait que Meysa trahisse, le fait que Meysa soit un peu un agent double, etc., bah forcément c'est quelque chose, enfin, elle lui fait pas le reproche quoi, elle est plutôt, elle dit juste, bah c'est Koh-Lanta, c'est comme ça, alors que c'est pas ce qu'elle nous a dit quand elle était partie, donc voilà. D'ailleurs je sais pas si vous la suivez sur TikTok ou sur Insta, je sais pas si elle a un TikTok, mais je l'ai vu sur Instagram moi, elle a pendant son passage là dans la maison des éliminés, hein, elle a tenu un journal, un carnet de bord en fait de tout ce qui lui est arrivé pendant l'aventure et qu'elle a rempli pendant le temps où elle attendait à ne rien faire particulier à part manger. Bref, on revient sur le camp, donc évidemment, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Événement encore plus important que le reste, parce que ça, bon, moi, ça fait kiffer les fans de stratégie, de retournement, etc. Mais quel est l'événement le plus important de l'épisode? C'est évidemment que Denis Brognard a redonné 2 kilos de riz. Ah bah oui, bah alors là, voilà. Donc ils arrivent avec du riz, bravo. Et David veut calculer le riz, donc ils arrivent, ils font les calculs, il y a 34 coquillages, et il veut donc calculer les 34 coquillages sur le nombre de jours total. Moi je trouve ça quand même étrange de faire un calcul comme ça. En fait il se dit on va faire 34 coquillages, mettons il reste 12 jours, et ben on divise 34 par 12. Mais quand vous serez plus que 3 ou 4 à la fin, bah, vous aurez bien plus à manger que quand vous êtes 9 ou 10 là présentement. Là vous êtes 10 aventuriers. Donc vous allez diviser la même portion à 10, puis après vous allez diviser la même portion à 9, puis à 8, puis à 7. Donc en gros ceux qui restent le plus longtemps, à la fin ils mangeront plus. Je sais pas, je trouve ça un peu étonnant. Je veux dire, vous coupez, il faudrait faire une règle de proportionnalité. Alors ça demandera un peu de temps, mais écoutez, vous avez que ça à foutre de faire des calculs, mais vous regardez que là vous faites 10 coquillages. Ensuite le lendemain il va falloir faire encore 10 coquillages, puis après on sera plus que 9, donc, ou 8, parce que là en plus ils sont en binôme, donc on peut le compter, voilà, etc. Ben, on sera plus que 8, donc après ça fera 8 coquillages, puis après seulement 7 coquillages, puis après 6 coquillages, puis après 5 coquillages, tu fais des calculs comme ça. Enfin, le nombre d'aventuriers en tout cas restant, tu fais pas le nombre de coquillages, et après tu regardes si ça tombe juste ou pas, selon le cas. Voilà, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça demanderait des calculs peut-être un poil compliqués, j'en sais rien, mais ça me semble pas non plus si lunaire. Mais en tout cas, ça veut dire qu'à la fin, ils vont manger autant quand ils seront plus que 3 ou 5 que quand ils sont 10.
Ça, un peu étonnant. Mais bon, allez, c'est pas très grave. En tout cas, déjà, c'est mauvais signe quand on commence à faire un épisode où on parle beaucoup du riz, c'est pas bon signe. Eh ben, on enchaîne. Sébastien, il lui sert du riz, et ben il est pas content. Ouais, il est pas content. Le mec, il est arrivé, il a fait. Je suis désolé, le riz, c'est pas bien. Alors, pourquoi? Bah parce que moi, je veux qu'il y ait du bouillon avec le bouillon de cuisson pour que ça nous tienne au ventre et comme ça on aura un peu plus la sensation d'avoir mangé. Là vous l'avez, il n'y a pas de bouillon, fait chier quoi. Donc s'il vous plaît, faites, je vais vous apprendre à faire du riz quoi. Et là on part dans une séquence de Top Chef quasiment où t'as, tu vois, Philippe Etchebest qui arrive, il vient goûter, il dit mais vous avez vu l'état de la casserole, faites venir Flavio le Méritant comme ça il va vous nettoyer la casserole, il fera le zizicoptère au passage, bref des trucs incroyables. Oui c'est pas passé ça mais ça aurait pu être. Bref. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bah, rien du tout, mais la séquence est nulle, mais elle est nulle. Alors, Sébastien, il va passer l'épisode à râler. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que Denis en voix off va passer son temps à dire il est pas très, ouais, il est pas en très grande, pas en très grande forme, mais plutôt, il est pas de bonne humeur. Ouais, il s'est levé du mauvais pied, notre ami Sébastien, il est pas content, etc. Hein, je veux dire, et donc, il va râler, il va gueuler, et il va gueuler tout l'épisode, et notamment lors d'une séquence qui reviendra plus loin, dont on reparlera plus précisément. Donc voilà, ça va beaucoup gueuler sur le riz, et ça a duré quand même un peu longtemps dans l'épisode. Et déjà, comme je vous le dis, hein, quand vous avez un épisode où il y a beaucoup de temps sur le riz, mais après, ils sont obligés, parce que sinon, ils expliqueront pas pourquoi Sébastien, après, quand il va faire du riz, et que là, on va dire, waouh, c'est incroyable. Bon, bref, on en reparlera. Ils arrivent sur le lieu de l'épreuve, et on découvre donc que c'est les destins liés. Les candidats ne sont pas surpris, puisque bon, je pense qu'ils ont bien vu qu'ils étaient à nombre pair. Alors à la limite, on peut attendre qu'ils soient 8, mais je pense qu'ils se sont dit ça doit être certainement cette semaine, donc ils n'ont pas l'air surpris. Bon, le stagiaire en art plastique, vous le connaissez sur la chaîne, là, globalement, je pense qu'il a vraiment démissionné, je pense qu'on n'a plus de nouvelles, puisque ça fait déjà, je crois, 2 ans ou 3 ans qu'on n'a plus de boules particulièrement colorées, des verts turquoises, je ne sais plus ce qui nous sortait, des bleus, des bleus vermeils, je sais plus, bref, des trucs. Bref, on nous sortait des couleurs, là, c'est resté des couleurs un peu traditionnelles, orange, rose, vert, bleu et violet. Alors, il y aura 4 binômes mixtes, filles, garçons, et un binôme 100% masculin. Ça veut donc dire qu'on ne fait pas un tirage intégral, comme il nous avait déjà fait. Je comprends pas. Donc on fait un tirage qui fait d'abord toutes les filles, et ensuite les garçons, donc il y a forcément 2 garçons qui vont se retrouver ensemble. Je comprends pas. Pourquoi on fait pas un tirage intégral? Bordel, faites un tirage intégral. Quelle est la raison de ne pas vouloir faire un tirage intégral? Je comprends pas. Ça désavantage forcément des gens. Forcément, ça va désavantager. Parce que, il y en a avec des configurations. Si tu as plus de garçons, si tu as plus de filles, etc., tu peux te dire, tiens, ça veut dire que je vais peut-être me retrouver tu as peut-être plus de risques de se retrouver avec un jaune, ou plutôt avec un rouge, ou plutôt, enfin bref. Je trouve ça ridicule. Par exemple, mettons, il y aurait une stratégie à ce moment-là dans le jeu pour éliminer les garçons, par exemple, une stratégie de filles, tu vois, pour éliminer les garçons. Et là, tu as 2 garçons qui se retrouvent dans la même équipe, tu vois, par exemple, qui seraient condamnés à se retrouver dans la même équipe, parce que, par le fait que, voilà, il faut faire comme ça. Bon, ok, donc là, inversement, pareil, il y aurait une stratégie de garçons pour éliminer que les filles. Et donc, dans ce cas-là, un binôme de filles pourrait être pénalisé, ou je n'en sais rien. Mais là, quand on fait un tirage intégral, surtout que les épreuves n'étaient je veux dire, surtout qu'en plus il y allait avoir un binôme qui allait être garçon-garçon. Donc je comprends pas l'intérêt de faire un binôme, enfin, si à la limite, même si je trouve ça débile aussi, mais quand t'as 5 filles, 5 garçons, allez, roulez jeunesse. Mais là, il n'y a pas de raison de vouloir faire des calculs d'apothicaire, il n'y aura pas égalité à la fin. Donc arrêtez de nous prendre la tête pour des conneries. Donc voilà, alors que là, peut-être qu'on aurait eu 2 binômes de 2 garçons, enfin les 4 garçons ensemble, on aurait eu un binôme de filles à 100%, et puis voilà, j'en sais rien, enfin, il y avait peut-être plein de variantes autres. On aurait pu avoir peut-être aussi plus de variantes de couleurs, on aurait pu avoir plus de variantes, enfin j'en sais rien. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai que chaque fois, je trouve qu'ils essaient de mettre des règles de tirage, il n'y a pas de raison, normalement le tirage devrait être au complet. Peut-être moi qui râle, dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve que c'est pas normal, on devrait avoir le tirage au total. Voilà, il n'y a pas de raison qu'il y en ait un qui soit plus avantagé que d'autres ou qui soit plus désavantagé que d'autres. Je vois pas en plus vraiment l'avantage qu'on pourrait en retirer ou pas. Non, on fait un tirage intégral. Point. Parce que si jamais ils se retrouvent factuellement, par exemple les garçons, ils savaient qu'il y avait forcément un garçon qui allait se retrouver avec un autre garçon. Donc sur l'épreuve de la boue par exemple, qui est une épreuve où si vous avez une longue chevelure, ça aide quand même un peu. Eh ben, vous étiez désavantagé. Alors voilà, ça fait pas tout. Il y avait la partie où il fallait lancer, etc. Donc ça ne fait pas tout, certes. Mais quand même, voilà, c'est un petit désavantage.
Donc voilà, j'aurais aimé moi quel tirage au total. Ouais, je râle, je sais, mais bon c'est comme ça. Tintintin. Alors, donc les binômes seront, alors ils avaient été spoilés dans le générique, évidemment on l'avait déjà vu. Donc David va se retrouver avec Léa, binôme comme ça sur le papier, moi personnellement qui m'intéressait pas du tout. Je me suis dit si c'est ce binôme là qui s'en va, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme. Le binôme des gens qu'on voit pas beaucoup. Jean et Mégane. Alors je vais préciser parce que Jean en fait on le voit sur les épreuves puisqu'il gagne les épreuves et Mégane on la voit quasiment pas sauf 2-3 petites bricoles quand elle est sur, le camp etc. Mais globalement on la voit très peu. On me suis dit on va mettre 2 candidats que sur le camp on ne voit jamais. Bref ça va être un très mauvais binôme pour l'écran je parle. Bon il s'avère qu'en fait ça a été un super binôme dans le sens où vu qu'ils ont beaucoup gagné et ben forcément on les a vus beaucoup, mais une nouvelle fois c'est beaucoup sur les épreuves, alors là il y a le confort aussi qui joue, mais on le voit beaucoup sur les épreuves, on les voit pas forcément particulièrement à profiter etc. et à faire des séquences, donc c'est un peu dommage, mais on peu importe. Ensuite, un binôme donc de garçons jaunes, c'est Meissa et c'est Aurélien et Sébastien, excusez-moi, donc 2 garçons qui sont de la même couleur d'équipe à l'origine, là c'est la cata. Pourquoi? Parce que ils se disent on est quand même mal embarqué, on a tous les signaux pour que tous les rouges se rassemblent et se disent on va éliminer ces deux là comme ça c'est réglé. Et il n'y a même pas besoin de faire des strates, de réfléchir pendant 15 ans, etc. On va les éliminer. Ce que je vous expliquais, c'est que le tirage intégral, le tirage pas intégral, pardon, les a probablement désavantagés tous les deux. Meissa va se retrouver avec Pauline. Meissa qui était pas mal dans la merde et qui va être pas mal dans la merde dans l'épisode puisqu'on va révéler sa magouille entre guillemets, enfin il n'y a pas de magouille mais on s'est compris. Et par contre il se retrouve avec l'aventurière la plus appréciée quasiment sur le camp. On a vu que tout le monde faisait des compliments à Pauline. Donc c'est vrai que c'est pas mal, franchement ça fait un bon balancier. Mais j'avais peur que Meissa entraîne Pauline, pourquoi pas dans sa chute. Et enfin, mon binôme, le mien, celui qu'il faut pas toucher, touche pas, t'as pas le droit. C'est interdit par la loi, je le disais hier mais faut pas, c'est même pas la peine de l'imaginer. Ces deux-là ne doivent pas partir, c'est interdit. C'est évidemment le Gautamiry et Julie. Alors ça, les deux ensemble, j'ai dit franchement, parce que Julie était pas, c'est pour ceux qui se souviennent, Julie a jamais été en odeur de sainteté dans son équipe. Il l'avait bien, il arrête pas de l'insulter, etc. On en reparlera d'ailleurs dans cet épisode, tristement. Mais voilà, c'est une candidate qui en a pris plein la poire assez régulièrement. C'est pas une candidate qui est dans l'odeur de sainteté. Et donc en plus, si Amri, qui lui a été souvent marqué, tu te dis que là, c'est un binôme, ça va dans le mur cette affaire. Surtout que c'est pas les meilleurs sur les épreuves. Amri va le dire plus ou moins, à un moment il va dire, c'est vrai que je me retrouve avec Julie, c'est peut-être pas la promesse de faire des masterclass sur les épreuves, on en reparlera. Voilà, donc on se retrouve dans cette config où, comme ça sur le papier, Amri et Julie, c'est compliqué. Mégane et Jean, c'est plutôt efficace sur le principe que Jean est plutôt très bon sur les épreuves. On pouvait s'attendre à que Aurélien et Sébastien, peut-être ce soit un binôme assez performant, au moins en tout cas sur l'épreuve d'immunité, on verra que ça se vérifiera pas. David et Léa, je n'y croyais pas particulièrement, parce que j'ai jamais trouvé que ni David ni Léa n'ont été particulièrement extraordinaires, même si Léa se débrouille bien cette saison. Et enfin, Meissa et Pauline. Alors, Meissa et Pauline, c'était dur à savoir, est-ce qu'ils allaient vraiment être complémentaires? Là, j'avais du mal à imaginer. Bref, on revient sur l'épreuve, donc c'est l'épreuve de la boue. Alors une épreuve de la boue qui est mixée aussi avec une épreuve de lancer, où en gros tu prends de la boue, tu mets ça avec un peu de paille et puis tu jettes sur des trucs à faire tomber. Il y en avait 5 à faire tomber. Je vais être honnête, j'ai trouvé que l'épreuve était très chiante, on s'est vraiment ennuyé. Alors pour quelle raison? Je trouve que ça manquait de rythme, ça manquait de punch au montage. En fait, on les voyait tirer, mais ça n'a jamais pris, il n'y a jamais eu particulièrement d'énergie positive, de stress, de suspense. Pourtant, c'était assez, il y avait un moment où ils se sont tous retrouvés vers 3, 3, 3, 3, 3, c'était sympa, mais je sais pas, j'ai pas réussi à véritablement me passionner pour cette épreuve, sans que ça soit une catastrophe, mais quand on compare à la semaine dernière, je trouvais que cette épreuve était vraiment... En fait, il n'y avait pas d'épique. C'est ça aussi, les épreuves... Quand on parle souvent des très grandes saisons de Koh-Lanta, il y a des gens qui, pour eux, c'est la stratégie qui a tout fait. Et puis il y en a certains qui vont vous parler surtout des épreuves. Des épreuves avec les Grégoire, les Freddy, les Claude, les Théora et tout ce que tu veux. Mais ce qui a rendu ces gens souvent et ces épreuves et ces performances iconiques, c'est justement le côté où ça devient épique, où t'as le suspense, où t'as ce montage incroyable où le mec il a deux de tomber, puis il tombe pas, et puis il se rattrape, et puis machin.
parle pas des poteaux évidemment parce que ça c'est irrattrapable, mais je parle pour les autres épreuves ou par exemple pour le parcours du combattant où tu as quelqu'un qui peut te rattraper, il peut faire une remontada, il peut revenir, il peut machin, enfin il peut y avoir des choses à raconter où tu es sur le paresseux et puis d'un coup tu changes, puis tu vois que je sais pas, il se tortille un peu, tu vois, enfin bref, il y a plein de raisons. Là malheureusement je trouve que soit c'est parce que aussi c'était mal filmé, je trouvais aussi que c'était très mal filmé. En fait ils ont fait le choix de mettre la caméra comme ça, ce qui fait qu'on voyait le jet. Mais plutôt que de la mettre sur le dessus, enfin je sais pas, je trouvais que c'était mal foutu, c'était pas super, malheureusement voilà, ça n'a pas pris sur moi, ça n'était pas très réussi. Pourtant la boue c'est quand même une épreuve qui mérite, qui est plutôt bien faite dans Koh-Lanta. Mais là ils ont essayé de faire un mix des deux et je pense que c'était pas non plus extraordinaire, en tout cas moi ça m'a pas plus emballé que ça. Au final ça va être Megan et Jean qui vont remporter la victoire, bravo à eux, ils ont plutôt par rapport à l'ensemble de leur parcours mérité cette victoire. Ils obtiennent un indice pour un collier d'immunité. Alors c'est dit, c'est très drôle parce que c'est un collier d'immunité individuel, mais ils sont en binôme. Bon, peu importe, c'est pas très grave, c'est un détail. Cet indice va avoir des problèmes, on en reparlera tout à l'heure. Alors, quand ils reviennent sur le camp, donc là, bon, Amri, lui, il va être très inquiet de se retrouver avec Julie, parce que pour les raisons que je vous ai expliquées. Et Pauline, elle va tout de suite dire, un peu en discutant avec ses alliés de sa couleur évidemment, elle va dire ouais, moi j'ai un problème, c'est que moi je veux pas mettre je veux pas mettre le nom de Léa quoi. C'est pas possible, c'est-à-dire que pour moi, si jamais on élimine peut-être par exemple David, qui n'est pas, ils n'ont pas tissé particulièrement d'atomes crochus, pourquoi pas, on va éliminer David, c'est-à-dire que si j'élimine David, j'élimine Léa. Et donc c'est pas possible. Et ce qui fait que ils se retrouvent assez compliqués parce que Pauline, elle doit se sauver avec Meysa. Donc elle se dit, alors sinon il faudrait que je vote limite pour le binôme de Amri et Julie. Mais Amri, elle a tissé des liens assez sympathiques, il l'a emmené pour le confort la dernière fois, etc. Donc c'est compliqué. Donc vraiment on sent que ça a rebattu les cartes. Et puis évidemment, ils n'imaginent pas du tout voter contre Sébastien et Aurélien. Pourquoi? Parce que Sébastien et Aurélien sont de leur même couleur, donc vu qu'ils ne sont pas nombreux, il faut quand même essayer de se préserver. Donc eux, c'est un binôme qu'on n'imagine pas. Et si Jean, évidemment, et Megan gagnent l'immunité, on va se retrouver très vite avec des problèmes de notre côté. Donc, ça score, c'est compliqué, on sait pas trop. Pauline n'a pas envie de voter donc pour David pour éliminer Léa. Amri évidemment lui, il veut sauver Meysa, il veut sauver Pauline et il veut sauver Julie évidemment. Donc ce quatuor là, on sent qu'il y a des intérêts qui doivent être communs, sauf que Pauline elle a aussi des intérêts avec Léa. Et donc c'est compliqué, tout le monde a ses propres intérêts, ses propres affinités. Et donc c'est assez compliqué et ça pose des problèmes. Meysa, lui, par contre, il n'a pas oublié ce que lui a dit Amri la semaine dernière, c'est que là, il a bien fait en sorte de sacrifier quelqu'un de sa couleur, donc Cécile, mais là, il veut un retour sur investissement et donc il veut l'élimination de 2 candidats garçons jaunes. Il dit, évidemment, je vais éliminer 2 jaunes d'un coup et Amri me le doit, en fait, entre guillemets, donc il a envie d'éliminer Aurélien et Sébastien. En plus, il estime que c'est faire tomber 2 candidats qui sont forts, 2 candidats qui seraient donc embêtants pour la suite du jeu, etc. Et donc voilà, il a plutôt envie de les faire sauter maintenant. Évidemment, Amri, il n'est pas trop chaud. Alors, pas forcément, parce que si vous avez suivi la semaine dernière, Amri, celui à qui il est allé confier qu'il avait un collier d'immunité individuelle, le premier qui va aller voir, c'est Sébastien. C'est Sébastien qui va voir en lui disant il faut que tu fasses diversion, etc. Il y aura Aurélien aussi dans la confidence, mais ce sont ses plus proches aussi. Ce sont des alliés, des vrais alliés solides. Des gens sur qui il compte depuis le début du jeu et avec qui il a tissé une relation très forte. Donc il n'est pas... C'est-à-dire que oui, ok, il a tissé une bonne relation avec Meysa. Il veut avancer avec Meysa parce que Meysa, en plus, il y a véritablement un bel intérêt derrière parce que Meysa a un rôle d'agent double, etc. Donc bref, il y a de la qualité. Mais de l'autre côté, il se dit bien aussi qu'il a construit quelque chose avec des aventuriers depuis le début et que ce sont des gens en qui il a confiance. Et c'est là pourquoi je vous dis ça, c'est parce que c'est hyper important, parce qu'on voit qu'à ce moment-là, Amri, il n'a pas envie de faire ça. On verra à la fin de l'épisode qu'il va y avoir de l'évolution, mais il va y avoir de l'évolution presque, j'ai envie de dire, indépendamment de sa volonté en fait. Parce que lui, il avait véritablement envie de mener une autre stratégie, de faire d'autres choses, et peut-être d'éliminer une autre élimination, et en fait, on va lui servir, malheureusement, sur un plateau d'argent, des arguments pour pouvoir se retourner. Et ça... Comme je l'ai déjà dit, c'est quand vous faites des erreurs manifestes et que là on vous donne les moyens de vous éliminer, je dis pas qu'ils ont fait une erreur, on en reparlera tout à l'heure, forcément ça te donne des billes. Et à ce moment-là, Amri n'avait pas de billes.
Donc c'est bien de voir l'évolution aussi d'un aventurier qui est stratège comme ça et qui a les cartes en main, qui dit ça c'est mes alliés, ça c'est des gens nouvellement alliés que je veux garder et je suis désolé mais Léa elle me doit rien. Léa c'est pas encore une, je l'aime beaucoup mais Pauline elle, je lui ai offert des trucs etc. Et puis il y a Meysa dans l'histoire, bref. David il arrête pas de vouloir m'éliminer, c'est pas un allié, c'est pas quelqu'un que je pense que je peux transformer en allié, donc on va sacrifier Léa. C'est comme ça, c'est la meilleure des configurations pour moi. Et on verra que ça va évoluer parce qu'il y a véritablement de l'enjeu. Tintintin. On va avoir ensuite donc le confort. Ils vont aller avec des Mégane et Jean, ils vont aller avec des pêcheurs philippins. C'était pas le confort le plus intéressant du monde. Je suis désolé, on s'est fait chier pendant ce confort. Alors c'est sûr, la semaine dernière, on a mangé. Hein. Oh là là, il y avait baignade, vous vous souvenez, avec les requins, c'était quoi, requins-baleines. Ils ont mangé, il y avait la nuit, il y avait machin, il y avait tout, les lucioles. Enfin, franchement, on avait bien mangé. Là, rien. En gros, ils sont sur une table, ils mangent. On n'a quasiment aucune séquence avec l'habitant. C'est plat comme jamais. Alors, ils sont l'air sympathiques, hein, tous les deux. Franchement, je veux pas, tu sais, tu vas pas leur jeter la pierre. Quand je veux dire, voilà, ils discutent un peu, ils vont parler un petit peu de leur retour, machin, ok. Mais c'est vrai que c'est un confort qui n'a absolument créé aucune séquence. Ce que je vous ai expliqué, c'est vraiment on a mis deux candidats dans le même binôme qui n'offrent aucune séquence. Et en plus, on les envoie dans le confort. C'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. Il n'y a pas mort d'homme, mais c'est juste qu'on se rend compte que, effectivement, là, ça se corse assez vite. Sébastien va réussir ce soir-là à faire son fameux riz parfait. Donc voilà, bravo. On lui donne la récompense du meilleur ouvrier de France, puisqu'il a réussi à faire un riz avec suffisamment de bouillon, etc. Il est content de lui, bravo, bravo, etc. Bon. Ils vont il va y avoir la découverte de l'indice du collier d'immunité qu'il faut placer sur une flamme. On l'avait vu aussi dans la bande-annonce. Voilà, je trouve ça sympa, je trouve ça marrant, un petit côté Harry Potter, un peu sur le principe, j'aimais bien. Un peu avec la carte du maraudeur, vous voyez un peu dans l'idée. Sauf que, je vous le spoil tout de suite, ils vont en retour sur le camp, ça va être très compliqué d'aller le trouver parce qu'en plus, vraiment, il a été planqué. Waouh, mon Dieu quoi. Et on va passer maintenant à l'épreuve d'immunité. Une épreuve d'immunité en binôme qui a consisté en une épreuve d'équilibre dans laquelle vous êtes sur une sorte de balançoire comme ça sur lequel vous devez rester en équilibre en vous maintenant tous les deux avec un bâton. C'est un peu une variante pour ceux qui voient très différente dans le principe, mais un peu dans la même mécanique en tout cas, où il y avait eu une épreuve, alors je sais plus qui accompagnait Claude dans ce truc-là, mais Claude s'était retrouvé avec une candidate, et ils avaient dû, c'était peut-être Inès d'ailleurs, non, c'était pas Inès d'ailleurs, j'ai un doute en le disant. Oui, en fait, ils avaient dû mettre un enchaînement de petits bouts de bois, etc., les uns après les autres, etc., et plus ils mettaient de bouts de bois, plus ils tenaient, et plus ça rapportait du courrier ou de la bouffe. Bref. Et c'est un peu le même concept, alors pas pareil parce que là t'as pas la balançoire, enfin là t'avais la balançoire justement et t'as pas ce côté tu rajoutes des éléments, je pense d'ailleurs ça aurait été beaucoup plus intéressant je pense, de peut-être par exemple à partir du moment où ils en ont mis tant, ils gagnent, je pense que ça aurait été plus intéressant pour la dramaturgie mais peu importe, ceci étant. Donc l'épisode, donc voilà, chacun donc tient avec son bout de bois en fait et donc il faut pas trop mettre de force parce que sinon tu vas déséquilibrer ton partenaire et il va tomber, sinon enfin voilà il faut trouver vraiment ce point d'équilibre. Qui est pas si facile que ça à trouver. Ceux qui vont tomber tout de suite, c'est David et Léa. David et Léa, 15 secondes. 15 secondes, montre en main. Au revoir. Exceptionnel. Ensuite, Pauline et Meysa, 1 minute. Donc voilà, ils n'ont pas réussi à se trouver, etc. Alors en plus, moi je me suis dit peut-être qu'il y a une forme de désavantage. Alors je peux pas vous confirmer parce que je trouve que pour Amri par exemple, ça se verra. Mais au final, ça sera pas si déterminant. Mais le fait d'avoir une grosse différence de taille, parce que de ce que je vois, j'ai l'impression en tout cas, Meysa semble assez grand et Pauline pas tant que ça. Je ne connais pas leur dimension totale. J'ai l'impression que quand tu n'es quand même pas de la même taille, c'est différent. Alors que par exemple, Jean et Mégane, je trouve qu'ils avaient un physique qui est assez cohérent. Je sais pas quelle taille elle fait Mégane et je sais pas quelle taille fait Jean, mais je pense que Jean ne doit pas être immense et Mégane doit être plutôt une grande femme. Et je parle par rapport à la moyenne des femmes de notre planète et surtout en France. Et je pense que ça aidait. Et là, par exemple, derrière va tomber également... en fait, on va finir avec la fin, excusez-moi. Donc Julie et Amri, Aurélien et Sébastien vont tomber. Et donc on va se retrouver avec Julie et Amri, excusez-moi. Et Jean et Mégane qui vont, après 5 minutes, il n'y a plus que ça. Hein, c'est le mano à mano à 2. Et Julie va coacher Amri.
Elle va lui parler, un peu une sorte de berceuse, un peu à la Rocky Balboa. Enfin, c'était formidable, vous savez qu'il fait de la boxe, hein, Amri. Et Amri, il est comme ça. Et quand je vous dis qu'il est comme ça, c'est le dos de Gollum, le truc. Vraiment, il est penché comme je sais pas quoi, c'est un truc de malade. Et t'as l'impression qu'il n'est pas à l'aise, il n'est pas dans une position, et pourtant il va tenir la bestiole 20 minutes, alors au début 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes de mano à mano, exceptionnel, avec une Julie qui garde focus Amri, reste calme, concentré, c'était sublime à regarder. Je trouve que l'épreuve en elle-même était pas terrible. Si jamais il n'y avait pas eu Julie et Amri, je pense que l'épreuve aurait été catastrophique, mais vraiment catastrophique. Mais là, ils y ont rajouté de l'épique. Ils ont rajouté, tu vois, il y avait du dépassement de soi. T'avais envie qu'ils gagnent. Non mais c'est vrai, alors vous allez me dire, oui mais parce que t'adores Amri et que t'adores Julie, donc forcément... Mais je me berçais pas d'illusions parce qu'on voyait à côté que Megan et Jean, ils vont quand même au montage, c'est comme pour les poteaux de Koh-Lanta, ils vont nous faire, tu vois, une sorte de suspense sur attention, oulala, il prend le truc d'eau, oulala, mais attention, quel risque considérable. Tu vois, il nous a fait un peu la même chose avec j'ai une sueur, une goutte de sueur dans l'œil, je suis en train de perdre la vue, est-ce que j'essaye de... Et là, elle lui dit, bah écoute, je sais pas, allez, vas-y, fais-le. Et puis hop, il se donne un petit coup vite fait, comme ça. Et puis ils reprennent, tu vois, vraiment c'était ça le suspense de leur côté, donc parce qu'ils étaient vraiment mais en détente totale quoi. C'est limite ils auraient pu se raconter leurs vacances, ils auraient pu se raconter ce qu'ils voulaient, enfin ils étaient concentrés évidemment, mais ils étaient et comme je vous l'ai dit, ils étaient physiquement ils étaient tout droits, ils étaient bien positionnés, enfin tu sentais qu'ils étaient à l'aise dans leur position, tu vois. Alors qu'Amri, je vous le dis, il était vraiment comme ça. Julie, tu sentais qu'elle aussi elle luttait un peu pour maintenir Amri. Et j'aurais aimé qu'il gagne. Franchement, j'aurais aimé qu'il gagne parce que je trouve qu'il y avait ce côté où là, ils étaient en train de se dépasser. Ils étaient en train de faire un truc qui était exceptionnel. Exceptionnel. Et bah non, c'est Jean, évidemment, c'est Jean et Megan qui s'imposent avec la logique parce que franchement, ils ont été exceptionnels sur cette épreuve. Faut le dire, il n'y avait pas photo, il n'y avait pas moyen. C'était vraiment extraordinaire. Bravo. Je peux pas dire d'autre chose. J'étais dégoûté. Je me suis dit, purée, Amri et Julie, s'ils avaient été immunisés, ça aurait quand même été cool. Parce qu'on aurait vécu une fin d'épisode un peu plus calme, je pense, un peu plus tranquille. Et peut-être qu'Amri, se sentant immunisé, aurait peut-être pu lancer une petite dinguerie, etc. On aurait pu en reparler. Mais là, bon, j'en sais rien, c'est comme ça. En tout cas, ça maintient une sorte de complexité dans la position, puisque globalement, leurs prénoms n'ont jamais été cités à Jean et Megan. Donc, vu que leurs prénoms n'ont jamais été cités pour être éliminés, potentiellement, ça changeait pas vraiment le Spielblick qui gagne l'immunité. En fait, on revenait à la situation d'origine où il y avait 4 binômes et que c'était compliqué et qu'il fallait y réfléchir. Bon, on arrive sur le camp et là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure et j'ai essayé d'être le plus clair possible, c'est que Amri n'avait pas d'éléments pour pouvoir trahir ses amis de toujours, ses plus proches. Et ben, c'est pas lui qui va trahir, c'est directement Aurélien. Puisqu'Aurélien va aller voir les autres de son autre couleur et il va dévoiler que Meyssa, en fait, il raconte tout à Amri spécifiquement et qu'en réalité, il les a trahis, etc. Donc là, David, évidemment, il va faire « Mais je le savais, je le savais, je le savais, évidemment, je le savais, etc. » Voilà, machin, bref, le problème. Et donc là, Aurélien, en balançant sur Amri et en balançant sur Meyssa et donc en balançant même sur la stratégie de l'équipe, c'est-à-dire l'équipe jaune, franchement, il balance quand même une grosse info qui pourrait servir, mais il se sent en danger, donc il a raison. Moi je leur jette pas la pierre, ils ont raison. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que là il faut pas leur jeter la pierre, ils se sentent en danger. Ils sont membres d'une seule et même couleur, ils sont en danger, ils n'ont pas été ultra performants. Les autres vont vouloir se protéger parce qu'ils sont tous avec un rouge, un jaune, un rouge, un jaune, un rouge, un jaune. On peut pas voter contre l'autre binôme, bah qu'est-ce qui reste? Il reste que nous, donc on est mort. Il y a en plus un vote noir, enfin bref, on est foutu. Donc il faut qu'on renverse la table, et pour renverser la table, on va s'en prendre à Meyssa. Surtout que si Meyssa est vu comme un traître, bah normalement on devrait bien se retourner, parce que ok, ils aimaient bien Pauline du côté des rouges, il avait brossé dans le sens du poil, vous vous souvenez quand ils se sont retrouvés post-réunif, ok, mais ils vont quand même plutôt sacrifier Meyssa et Pauline, plutôt peut-être que nous, pourquoi pas. Mais ce sera pas aussi simple que ça. Enfin bref, on en reparlera. Megan, au final, elle entend parler de ce problème, etc., etc. Et puis, bah, Meyssa apprend la nouvelle, apprend qu'il a été trahi, entre guillemets, qu'on a balancé à tout le monde. Voilà, alors vous verrez sa tête, d'ailleurs, quand il apprend que tout le monde qu'on a balancé, vraiment, il est... Et il va voir Megan. Il va voir Megan parce que il se dit, c'est peut-être elle qui a balancé.
C'est elle qui a tout raconté. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'elle va lui dire que non. Elle va dire non, moi je te promets, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit, j'ai pas parlé de ça. Tu m'en as parlé, ok, je te dis, j'ai gardé ça pour moi. Ce qui est pas vrai, parce que bah, vous l'aviez vu dans l'épisode dernier. Alors, elle l'a balancé, sauf que quand elle l'a balancé, il n'y a pas eu de réaction. C'est-à-dire qu'elle l'a balancé à Cécile, et Cécile, elle a fait non mais attends, tu comprends pas le jeu, de toute façon, laisse tomber, etc., etc. Enfin bref, en gros, elle en a pas tenu compte, elle a dit, en fait, on nous manipule, là, laisse tomber, c'est bon, allez, laissons tomber. Donc elle l'avait balancé en fait, c'est juste que ça n'a eu aucune incidence sur le jeu, mais elle l'avait balancé. Uniquement à Cécile, mais elle l'avait balancé. Donc Meghan fait semblant de lui serrer la main à Meyssa en lui disant « Écoute, il n'y a pas de souci, moi je te suis pour un Aurélien Sébastien. » Alors, et bah alors qu'elle s'est déjà retournée et qu'elle est déjà en train de dire moi je suis rouge et que Meyssa il est plus rouge et qu'à un moment donné les pommes pourries il faut qu'on s'en débarrasse. Donc elle est en train de le condamner de façon assez spectaculaire, mais elle va voilà, lui serrer la main quand même. Chose qui aurait pu être retournée contre elle peut-être en, tu vois, Meyssa aurait pu mentir, faire lui dire mais on s'est pas serré la main, on s'est pas serré la main. Hein, enfin tu sais, je sais pas, enfin j'aurais peut-être eu moyen de l'utiliser, je trouve que c'est très bien qu'il ne l'ait pas fait, je pense qu'on n'avait pas besoin d'en arriver là. Ensuite, là il y a un moment avec beaucoup de vent, une sorte un peu de début de tempête, mais pas tant que ça. Je vous le dis tout de suite, c'est pas encore la grosse tempête, hein, on sait qu'il va y avoir une énorme tempête qui va arriver. Et là arrive le drame. Ah, le drama du matin. Le drama du dimanche matin, c'est le dimanche matin. Voilà, vous avez travaillé toute la semaine, c'est le jour du Seigneur, il faut se reposer. Et là, vous avez votre voisin, votre voisine qui décide de passer la tondeuse, tu vois, genre c'est illégal, c'est interdit par la loi. Vous avez envie de lui découper la tête, qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, putain, qu'est-ce qui se passe? Révolte! Révolte, on sort les fourches directement avec les paysans et on y va, on se tabasse. Qu'est-ce qui se passe? Le village d'Astérix, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'était pas comme ça, mais voilà, c'est-à-dire que Julie, elle s'est réveillée. Julie s'est réveillée. Déjà, erreur fatale. Tu te réveilles un matin déjà. Qu'est-ce que tu peux pas faire ça? Tu fais pas ça. Donc elle s'est réveillée et elle décide d'aller couper du bois. Donc on avait l'infatigable coupeur de bois et ben maintenant on a l'infatigable coupeuse de bois. Voilà, ça y est, réincarné. Elle coupe du bois, mais il est tôt le matin. Il est tôt le matin. Ouais. Et Sébastien le charpentier, alors attention, si jamais vous avez des constructions en cours avec Sébastien le charpentier, il n'est pas du matin. Il faut un minimum 14 h de l'après-midi, ça ira. Bon, je plaisante, évidemment, c'est un peu d'humour, mais Sébastien, voilà, il n'était pas de bon poil. Alors déjà qu'il n'était pas de bon poil, déjà avec le riz, mais là, tu viens le réveiller, oh la saloperie, alors là, il lui en a mis la pleine gueule, il dit, mais c'est pas possible, c'est bon, là tu fais du bruit, tu fais du boucan, on n'en peut plus, qu'est-ce qui se passe? Je vais me barrer, je vais aller là-bas, je vais aller pioncer, j'en ai marre, bref, et là, évidemment, il va la traiter, il va lui dire ferme ta gueule, il va lui dire ferme ta gueule. Ça monte dans les tours, Julie c'est quand même la deuxième fois, et même la troisième on pourrait dire, mais en tout cas la deuxième fois avec deux aventuriers différents, où dans la même saison elle se fait démolir et qu'en gros il n'y a pas, qu'elle n'a pas les moyens véritablement de réagir, tu vois, ça se voit que ça lui plaît pas, mais tu vois, elle ne casse pas la tête quoi. Et ce que je vous avais expliqué, vous vous souvenez, et là, prenez-moi pas pour un con, hein. Prenez-moi pas pour un con parce que je l'avais dit. Je vous avais dit qu'à l'époque, la séquence avec notre très chère Alicia, le problème c'est que tu n'avais pas eu quelqu'un qui était venu lui mettre la tête dans son caca. Hein, bah, en tout cas, qui était venu pour être un peu la caution en disant c'est pas normal. Et ben là, on l'a. Là, on l'a. Alors, ça n'a pas eu le Moundir style, parce qu'évidemment, les propos étaient quand même moins... Enfin bon, là, c'est vraiment un mec qui a juste pété un câble le matin. Mais il y a Amri. Et là, Amri, il va dire les termes. Alors déjà, il va nous les dire à nous, déjà. Je veux dire, facecam, en disant qu'il est blasé de la situation, que c'est des enfants, c'est des gamins, c'est de la gaminerie. Il va dire on n'insulte pas, encore moins une femme. Bon, ok. Et si ma mère me voit faire ça, mais je prends une claquette en rentrant. J'ai trouvé ça formidable. Vraiment, l'enchaînement là, c'est le roi Amri. Ah, le GOAT Amri a parlé. J'espère que vous l'avez écouté parce que franchement c'était incroyable. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important c'est la séquence où il est là dans le camp et qu'il les voit en train de s'écharper comme des chiffonniers. Et il est là, il est sur la malle, il est posé comme ça et tu vois qu'il est en train d'halluciner et de câbler. Il dit non mais c'est bon là, c'est bon, vous avez quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez 10 ans, vous êtes à l'école primaire, vous êtes en train de vous battre pour votre goûter, etc. Elle a fait du bruit, elle a coupé du bois, espèce de feignasse. Bon il a pas dit ça comme ça mais on n'en pensait pas moins. Bref, il était comme ça en mode, mais vraiment le mec c'est genre surveillant scolaire qui voit des enfants en train de s'abattre, tu vois ils sont en train de se disputer et tout, il est comme ça, il compte les points, il fait
Bon alors vous avez fini? Bon bah chacun chez soi et puis les moutons sont bien gardés. C'était formidable, c'était exceptionnel. Amri, il sauve la séquence à lui tout seul, c'était formidable. Je sais, j'ai un biais cognitif avec Amri, c'est pas grave. C'est comme ça, la séquence n'est sauvée que par la présence d'Amri. Mais vraiment formidable. Ensuite, on va aller chercher le collier d'immunité, le famoso, mais en fait, l'indice mène à... Alors c'est sûr que c'est contre-intuitif de ouf, parce qu'en fait, il est en fin fond de l'eau. Alors là, je peux vous dire que quand j'ai vu... Moi, c'est vrai que je me suis dit, alors ça rappelle les anciens Phil et Moundir qui se retrouvent sur une plage en train de chercher un poignard, si vous voyez ce que je veux dire, et qui se retrouvent là et qui disent, mais c'est pas possible, il peut pas être là, quoi. On est juste gouré, c'est pas possible, et puis ils vont chercher pendant des plombes et des plombes et des plombes. Et ben là, c'est même pas sur la plage, c'est directement dans l'eau, dans la flotte, dans un caillou et tout, où en plus t'as pas envie de mettre ta main là-dedans. Parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment dans le caillou. Je veux dire, règle élémentaire, tu mets pas ton doigt dans un truc dans lequel il peut y avoir potentiellement un oursin qui te claque le doigt, ou un truc, ou une murène, ou je ne sais quoi. Donc voilà, règle de sécurité numéro 1, on ne met pas son doigt dans un élément qui peut potentiellement vous bouffer. Et bah, je peux comprendre que ça fasse flipper. Et donc, franchement, il est invisible. Moi, vous me laissez 15 jours. Si jamais ils ont planqué des poignards comme ça, là, moi, vous me laissez 15 jours, je reviens dans 15 jours, j'ai toujours pas trouvé le poignard. Impossible. Oh, et ce collier, mais dans quel univers parallèle ce collier peut être trouvé? C'est impossible. C'est impossible. Bon. Alors, donc, ils vont reprendre leur pas plusieurs fois. Ils vont commencer à s'interroger. Ils vont dire, mais le soleil se lève où? À l'ouest, à l'est? Je ne comprends pas. Bah si, on est bien d'accord. Regarde, il est là, là. On a fait 30 pas, on arrive là. Bah, il n'y a pas de raison. Bref. Ils vont galérer. Ils vont essayer de mettre en commun, évidemment, avec les autres rouges pour essayer de trouver. Mais ils trouveront pas, mais vraiment c'est très très dur à trouver, et donc au final ils n'auront pas de collier d'immunité pour le conseil. Ce qui sous-entend que ce collier est toujours présent, parce qu'en fait il va servir au prochain conseil. Mais au prochain conseil du moment où ils le découvrent, ou le prochain conseil uniquement. C'est-à-dire que si jamais ils l'ont pas trouvé dans ce conseil, il n'est plus valable. Moi j'espère que si par exemple ils y reviennent et qu'ils se disent tiens on va voir, et puis hop, ils peuvent le trouver, peut-être on sait jamais. On verra bien ce qu'ils vont en faire. Julie ensuite... c'est elle qui va révéler donc que c'est Aurélien qui a balancé Meysa et Amri, que c'est pas du tout Mégane, que ça sert à rien de s'en prendre à elle, et elle va le révéler au conseil, directement au conseil, incroyable, je pensais pas qu'elle le dirait à ce moment-là. D'ailleurs, petite précision, j'ai oublié ça, oui, Sébastien va faire semblant d'avoir un collier avec des coquillages et des cailloux, bon c'était pas super, enfin d'habitude c'est des séquences qui sont plutôt marrantes et là je trouvais qu'il l'a rendu pas marrante quoi, vraiment c'est, elle était, je sais pas, elle était à la fois premier degré, un peu second degré, enfin je trouve qu'elle était hyper plate, marchait pas du tout, alors pourtant c'est censé être un peu marrant, un peu fun. Tu sais, il arrive, t'as un truc dans la poche, etc. Mais je sais pas, c'était, je sais pas, peut-être au montage, peut-être, ou peut-être parce que les candidats ont pas vraiment joué le jeu. Enfin, en tout cas, comme je vous l'ai dit, la séquence ne prend pas, quoi. Ça offre pas de séquence, malheureusement. Ça, je peux pas leur en vouloir, hein. Je peux pas en vouloir à la prod de TF1. Ils font avec les images qu'il y a. Et malheureusement, les images sont parfois pas terribles. Si jamais les enjeux de l'épisode, c'est on essaie de faire du bouillon du riz et on a un mec qui met des trucs dans sa poche et pour faire croire qu'il a un collier et que ça prend pas en plus avec les gens qui sont sur le camp, bah, évidemment, tu peux faire des miracles avec ça. Donc Meysa, lui, là, dans le conseil, il va dire qu'Aurélien ment. Il dit, mais je ne suis pas en alliance avec Amri. Alors maintenant, on sait qu'il ment. Mais d'après les interviews que j'ai vues d'Amri, en tout cas, il ne mentait pas la première fois. Maintenant, bah voilà, il dit, bah non, je suis désolé, mais là, tu me fais tenir des propos que j'ai pas tenus, etc., etc. Bref, c'est le bordel. Au final, Amri va essayer de rebondir un peu en essayant de dire non, mais Meysa... c'est un aventurier que j'apprécie, c'est un aventurier avec lequel je communique, mais je vous le dis tout de suite, moi j'ai sorti mon collier pour sauver Océane parce que je l'ai senti, etc., etc. Enfin, il reste sur sa position, etc. Meysa va d'ailleurs le traiter, notre ami Aurélien, d'une poule sans tête. D'une poule sans tête, c'est la première fois que je vois une expression pareille. Et ensuite, donc, il y a le dépouillement. Alors là, ça a un peu surpris beaucoup de gens parce que Meysa et Pauline, donc il y aura Meysa qui va avoir 3 voix et Pauline 2 voix, qui étaient ensemble, hein, je rappelle. Donc ils n'ont pas rassemblé leur vote, qui n'ont rien changé, hein, parce que ça aurait fait 6-5 à la fin, donc ça ne sert à rien de leur tomber dessus. Mais juste pour vous montrer le raisonnement fallacieux du bonhomme, c'est David qui décide de voter Pauline parce qu'il a pris l'engagement de ne jamais voter contre un rouge, donc de voter Meysa. Mais c'est vraiment, nous prendre pour des demeurés. Mais vraiment, mais alors là, franchement, mais assumez vos votes. Quand tu votes pour Meysa, enfin quand tu votes pour Pauline,
tu élimines Meysa au passage. Il faut arrêter de se mentir, surtout que là c'est une configuration particulière, c'est les binômes, tu n'as même pas le choix particulièrement de voter de cette manière, etc. Donc en vrai, de vrai, c'est bon. Mais vraiment, j'ai l'impression qu'ils nous prenaient pour des cons, quoi. C'était quand tu les voyais te montrer ton truc et te dire « Moi je vote Pauline parce qu'en fait j'ai promis de ne pas voter contre Meysa et de ne pas voter contre un rouge, donc je vote Pauline. » Mais tu te fous de notre gueule. Bah oui, bien sûr tu te fous de notre gueule. Mais qui avale un truc pareil? Je ne sais pas. Bref, n'importe quoi. Et évidemment, donc par contre, qui est éliminé? Et bah c'est Sébastien avec 6 voix. Et donc Sébastien qui entraîne dans sa chute également Aurélien. Et j'en revenais pas. Pour moi, Meysa a été condamné. Alors il a été condamné pour 2 raisons. La première, c'est qu'il fait un abominable conseil. Oh, il se fait, on le traite de traître, de tout ce que tu veux, etc. Il se fait massacrer, mais massacrer. Et j'étais persuadé qu'il était condamné. Alors, parce qu'en plus, bon, j'avais pas trop suivi véritablement sur quelle position ils avaient vraiment décidé de s'arrêter. Mais pour moi, Meysa qui... Alors là, attention, parce que j'ai mis Meysa qui sort de ce... Qui arrive à survivre à ce conseil, pardon, c'est un exploit. Mais là, il y est pour rien pour moi. Là, il y est pour que dalle. Alors pourquoi n'ont-ils pas décidé... pourquoi cette configuration? Et donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Là, comme vous l'avez compris, c'est donc Sébastien et Aurélien qui s'en vont. Et donc là, vous avez dû vous dire, mais qui a voté Sébastien et Aurélien? Et bien là... Vous regardez donc le moment où il dépouille et ce sont les jaunes. C'est-à-dire Amri et tous les autres qui ont voté contre eux. Et là, tu te dis, ah ouais. Donc ça veut dire que là, le fait qu'ils se soient retournés contre Amri, retournés contre la stratégie des jaunes, eh ben, ils sont passés pour des traîtres. Et en fait, il y avait, on pourrait dire d'une certaine manière, 2 traîtres dans cet épisode. Il y avait le traître Meysa chez les rouges, qui a été puni par les rouges, et le traître jaune qui a été puni par les jaunes. Et après, config, et puis par rapport au binôme, et par rapport au fait qu'il y avait plus de binômes rouge-jaune, etc., et globalement, ce sont les jaunes qui ont réussi à faire pencher dans leur balance, même s'ils éliminent 2 jaunes, et qui est quand même dangereux. Alors attention, parce qu'on pourrait se dire ils sont mal embarqués, mais non, puisque oui, effectivement, il reste 3 jaunes, et il reste 5 rouges, c'est pas bon signe, sauf qu'il reste 3 jaunes, plus un vote noir qui va être donné à Léa, plus le Meysa qui en réalité n'est pas vraiment rouge. Donc ça fait 4-5. Donc en réalité, il y a encore moyen de moyenner. Et donc on verra ce que ça donne la semaine prochaine. Pour info, donc le départ de Sébastien et Aurélien, bon ils sont évidemment... Donc Aurélien est très ému, Sébastien un peu sous le choc, un peu groggy, etc. Et c'est Amri qui va prendre la parole. Je pense sincèrement qu'il aurait mieux fait de se taire. Voilà, je pense que globalement... Mais je peux comprendre qu'il ait voulu prendre la parole pour une raison, c'est que vu que là, il est vraiment responsable de leur élimination et que je pense qu'il n'a pas voulu passer pour un traître, il a remis l'église au milieu du village. Alors malgré tout, dans la narration, il passera malgré tout pour quelqu'un qui a voté contre les membres de sa propre équipe, etc. Mais dans la logique, dans la construction de l'épisode, Amri ne voulait pas les trahir. Ils les ont trahis. Ils ont trahi Amri. Ils ont trahi Julie, mais ils ont trahi Amri particulièrement en dévoilant les éléments. Et donc là, Amri étant trahi, l'apprenant, puisque Meysa l'a appris, tout le monde l'a appris, donc voilà, tout le monde le sait, il décide de leur faire payer. Surtout qu'en plus, il devait se mettre d'accord avec Meysa, donc en réalité, il retombe sur ses pattes. Donc globalement, il reste un homme de parole d'une certaine manière. Et donc, ça a été la punition. Je sais pas comment je vais appeler mon épisode, parce que c'est très dur de trouver un nom à cet épisode, mais je pense que je vais l'appeler un truc du style la punition des traîtres, ou les punitions des traîtres. Parce que je pense que c'est vraiment un épisode qui avait vocation à nous expliquer qu'il y avait 2 formes de trahison. Une qui était, voilà, avec cette alliance Amri avec Meysa, et une deuxième, cette trahison en tout cas de Sébastien, qui était un allié extrêmement fidèle d'Amri. Je vous le dis, il lui avait révélé son collier dès le début. C'est vraiment 2 candidats qui vraiment se sont soutenus, qui se sont appréciés depuis le début, etc. Donc je pense que là, vraiment, c'est un énorme sacrifice de la part d'Amri. Est-ce que ça sera payant? J'en sais rien. En tout cas, on a sauvé l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'on a sauvé les 4 candidats qui nous offrent des séquences. Julie, Amri, Meysa et Pauline. On nous a sauvés, on sauve ça. Et c'est là qu'on se rend compte, je suis désolé, mais on le voit quand même sur cet épisode. Alors oui, Megan, et globalement, Megan et Jean, c'était pas si mal, parce qu'ils étaient un peu cool, parce que pendant l'épreuve, voilà, ils souriaient, machin, etc. Bon, ok. Mais globalement, je trouve que c'est vrai que ces autres binômes et les autres candidats sont pas exceptionnels en termes de séquences que ça nous offre à la télévision. Je trouve. Alors là, bon, il y a Sébastien qui a pas mal râlé, mais au final, comme je vous l'ai dit, c'était pas si extraordinaire que ça. Et puis globalement, ça n'a pas eu je trouve que c'est Amri qui sauve la séquence malgré tout pour moi. Hein. Je le dis comme ça, hein. Je le vois comme ça. Et donc, voilà, j'ai trouvé que cet épisode, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui était malheureusement, pour un épisode des binômes, qui était pas si exceptionnel que ça,
La bande-annonce avait spoilé énormément parce qu'on savait que le turn de Mesa allait être dévoilé. On savait plein de choses. Et donc en fait, c'est vrai que c'est un épisode qui était peut-être aussi... On savait déjà tout. Donc là aussi, TF1, il faudrait peut-être essayer de se dire, est-ce qu'on met pas trop de choses dans le teaser, pas trop de choses dans la bande-annonce au début, dans le générique, et on met pas trop de choses, limite juste 2-3 petites têtes, c'est tout, et puis ça suffit. Pas la peine de montrer directement les binômes, de montrer directement... on l'aurait regardé l'épisode de toute manière. Est-ce que vraiment ça aurait changé quelque chose que on... Voilà, je pense que là-dessus aussi, il y a eu peut-être quelque chose qui a fait que l'épisode n'a pas pris particulièrement, sans être médiocre, sans être mauvais, mais c'était pas exceptionnel. Voilà, de mon point de vue, c'était pas exceptionnel, mais aussi on a tellement bien mangé la semaine dernière. Exceptionnel. Donc là, c'était moins bien. Voilà. Mais on a sauvé l'essentiel. On a sauvé l'essentiel. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et je vous en remercie. Et j'ai mis dans mon espace commentaire donc le lien pour aller voter pour mes élèves. N'hésitez pas, si jamais juste avant de quitter cette vidéo, vous pouvez vous rendre directement sur le lien. Et puis comme ça, vous rentrez juste votre mail, vous le validez directement sur votre mail personnel pour pouvoir valider votre participation et vous évaluer leurs vidéos. Je vous en remercie pour eux et pour moi évidemment. Et puis voilà, pour leur travail. Et ils méritent tellement. C'est moi qui le dis. La confiance. Il fabrique pas du riz, c'est ce que je veux dire. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!